Pendant des siècles, le Japon n'a pas connu de grands bouleversements, mais cette apparente tranquillité ne pouvait pas durer éternellement, car c'est un véritable volcan qui sommeille en réalité, un brasier prêt à répandre un mélange incandescent de manipulation, complot, meurtre et guerre fratricide qui finiront par totalement renverser l'ordre établi. En moins de 400 ans, le pays va petit à petit sombrer dans un indescriptible chaos, déchiré par des guerres civiles sans fin, et ce pour plusieurs siècles. La période Heian va ainsi aller crescendo jusqu'à l'explosion finale qui amènera l'avènement d'une caste nouvelle, prête à tout pour s'arroger le pouvoir absolu. Dans le premier épisode de cette série, on a posé les bases nécessaires pour la compréhension des événements qui vont bouleverser l'histoire du Japon. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le visionner avant cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on va monter d'un cran et couvrir une période de plus de 200 ans qui démarre en 858 pour s'achever en 1068. Cette période, c'est celle qui verra non seulement l'apogée du clan Fujiwara, qui va transformer le pouvoir central en aristocratie, mais aussi l'apparition des premiers samouraïs. Et ça, je sais que beaucoup parmi vous l'attendent sans doute. Et bien on va voir qui ils étaient au départ et comment ils ont commencé à prendre de l'importance. Et vous allez peut-être avoir quelques surprises. Bref, on a du pain sur la planche, alors minasan, bienvenue dans le Japon de Doc Japan. En 868, l'empereur Montoku décède, laissant le trône à son jeune fils alors âgé de 8 ans, l'empereur Seiwa. La régence est alors assurée par son grand-oncle, Fujiwara no Yoshifusa, qui depuis plus de 30 ans déjà a intrigué en vue de ce moment. Débarrassé de toute opposition, Yoshifusa devient alors le premier régent extérieur à la famille impériale. Cet événement est en effet sans précédent dans l'histoire du Japon. Et c'est ici que commence le règne sans partage des Fujiwara. Car dès cet instant, petit à petit, le pouvoir va tomber entièrement entre leurs mains. Mais devenir le Seisho, c'est-à-dire le régent d'un empereur mineur, ne suffisait pas. Il allait aussi falloir, pour y parvenir, un petit coup de pouce du destin. Fujiwara no Yoshifusa ne s'est pas contenté d'être le régent de l'empereur Seiwa. Il est également à l'origine d'une pratique qui contribuera énormément à l'emprise que le clan aura sur le pouvoir central, les mariages impériaux. À compter de cette époque, les Fujiwara vont en effet s'arranger de manière à ce que systématiquement, les empereurs épousent d'une fille issue du clan. On se retrouve ainsi avec des empereurs dont la mère, puis l'épouse, sont issus de la même grande famille. Et peut-être que certains parmi vous s'en souviennent, mais on a déjà pu voir cette pratique à l'époque où le clan Soga l'avait utilisée à son compte. Mais ici, les Fujiwara assurent en plus la régence, et ils commencent à occuper petit à petit tous les postes ministériels, ou presque. Yoshifusa décède finalement en 872. Mais la tradition va se perpétuer et même au-delà de ses espérances, puisqu'en plus du poste de Seisho, autrement dit le régent pour un empereur mineur, en 884, son successeur, Fujiwara no Mototsune, créera le poste de Kanpaku, c'est-à-dire le régent pour un empereur adulte. Mais un adulte n'a pas besoin de régent, que je sache. Certes, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un petit coup de pouce du destin. Car le fils de l'empereur Seiwa, Yosei, se révèle être mentalement instable. Et c'est pour cette raison qu'on lui attribue du coup un régent, le Kanpaku. Ok, bon là ça se justifie, d'accord. Mais tous les empereurs n'auront pas besoin d'un Kanpaku. Oh, ce serait bien mal connaître les Fujiwara. Tu te doutes bien qu'ils vont se débrouiller pour que les rôles de Seisho et de Kanpaku perdurent dans le temps. C'est d'ailleurs en grande partie de là qu'ils vont tirer leur immense pouvoir. Malgré quelques tentatives de reprise en main du pouvoir par des empereurs non issus de filles Fujiwara, notamment vers la fin du 9e siècle, soit au tout début du règne des Fujiwara, ces derniers parviendront à retrouver leur position dominante pour la conserver durant 2 siècles. Le régime des codes, mis en place durant la période Asuka par le prince Shotoku, ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir, la méritocratie laissant place à un système purement aristocratique où l'hérédité des charges devient la règle numéro 1, bientôt suivie de tractations au sein de la noblesse. On n'est vraiment pas loin de la vénalité des charges telle qu'on a pu la connaître parfois durant le Moyen-Âge en France. Il faut dire que pour les autres familles de nobles, ce système n'est pas du tout le bienvenu. Les Fujiwara ont littéralement trusté toutes les charges gouvernementales. La plupart des postes des 5 premiers rangs majeurs sont tenus par des membres du clan. En compensation, de nombreux nobles obtiennent ainsi des charges de gouverneur dans les provinces, ce qu'on appelle des kokushi.
Leur pouvoir est cependant de plus en plus limité au fur et à mesure que les Shoen prennent de l'importance. Car en plus de ça, d'autres nobles, comprenant qu'ils n'ont plus aucun avenir dans la capitale, vont eux aussi s'installer comme petits fonctionnaires dans les provinces. Ce que les Fujiwara ignorent par contre, c'est qu'en faisant ça, ils sont en train de semer les graines d'un pouvoir nouveau à l'extérieur de la capitale, et qui finira par se retourner contre eux. Au fil du temps, la situation se dégrade en effet de plus en plus, surtout dans les provinces où le banditisme se développe de manière exponentielle, obligeant les différents domaines à prendre des mesures pour se défendre. L'économie décline alors que l'insécurité grandit, et même chez les Fujiwara, la situation s'envenime. Des rivalités apparaissent au sein même du clan, notamment au Xe siècle, entre Fujiwara no Kanemichi d'un côté et Fujiwara no Kaneiie de l'autre. L'ambiance se détériore donc jusqu'au cœur même de la capitale, et on pourrait penser que cela va entraîner la chute des Fujiwara. Mais c'est là qu'apparaît celui qui est resté dans les mémoires comme le personnage le plus important du clan, Fujiwara no Michinaga. Il est lui-même la preuve vivante que le système mis en place par ses ancêtres fonctionne désormais à plein, car il n'a jamais été régent ni ministre, son influence seule a suffi pour remettre de l'ordre au palais impérial, ce qui lui a permis de gouverner sans entrave. Michinaga ira plus loin encore que ses prédécesseurs, car il va marier toutes ses filles, relativement nombreuses, à tous les princes de sang pouvant prétendre au trône impérial. Rien que ça. Comme ça, il était sûr d'avoir la cour entièrement à sa botte. Les empereurs ne sont déjà plus, à cette époque, que des figures spirituelles, sorte de marionnettes aux mains des Fujiwara. En revanche, Michinaga n'a pas engagé de grandes réformes et n'a pratiquement réglé aucun problème du côté des provinces. Il s'est contenté d'assurer sa position et celle de son clan. Il faut néanmoins souligner qu'il est le premier à s'assurer les services d'un clan de guerriers pour intimider et influencer la cour. Et ce clan, c'est celui des Minamoto. Oh, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Oui, dans le premier épisode, j'avais dit qu'on allait souvent l'entendre. Mais on va surtout en reparler dans la seconde partie de la vidéo. Michinaga est aussi un grand amateur d'arts et de littérature. C'est d'ailleurs souvent l'image que l'on retient de lui. Et c'est durant cette période où il contrôlait la cour que se développe notamment une forme littéraire jusqu'alors presque inédite et rédigée par des femmes. Appartenant elles aussi à la noblesse, et surtout à la cour impériale, elles se mettent à rédiger des récits dont celui qui deviendra le premier roman connu dans l'histoire de l'humanité, le Genji Monogatari, le dit du Genji, écrit par Murasaki Shikibu. Il s'agit très probablement d'un pseudonyme, car on pense qu'elle appartenait elle aussi à la lignée Fujiwara. Ils sont décidément partout, ma parole. Ah oui, on peut dire qu'il règne littéralement sur les 10e et 11e siècles. Mais pour revenir au Genji Monogatari, c'est un ouvrage important qui a traversé les siècles jusqu'à nous et dont beaucoup vont s'inspirer par la suite. Pourtant, il montre bien à quel point la cour impériale reste encore et toujours enfermée dans sa bulle, car on n'y trouve pas la moindre référence à ce qui se passe en dehors de la capitale, voire en dehors du palais. Oh, ils sont vraiment tous déconnectés de la réalité apparemment, mais c'est à ce point le bordel dans les provinces. Alors c'est pas encore le chaos, mais ça commence à être bien le bordel, comme tu dis, oui. Et tout ça est lié à l'accaparation des pouvoirs par les Fujiwara, car non seulement les nobles partis s'installer en province, mais également les paysans vont finir par s'organiser et mettre en place leur propre administration, leurs propres règles, et surtout, ils vont se militariser. Et ça signifie une chose importante, l'apparition d'une nouvelle classe sociale dans la population, celle des guerriers. De nombreux nobles ont quitté la capitale, où leur avenir était devenu quasi nul du fait des Fujiwara. Certains ont reçu en compensation le titre de Kokushi, gouverneur provincial. Parmi eux, beaucoup espèrent seulement s'enrichir afin de pouvoir revenir rapidement à la capitale. Excuse-moi, mais quel rapport entre le fait de s'enrichir et de pouvoir revenir à la ville? Les Fujiwara seront toujours là. Bien sûr, mais crois-tu que leur gouvernement soit totalement incorruptible ? Entre la distribution de shoen, donc de territoires autrefois détenus par l'empereur, et les exemptions d'impôts en veux-tu en voilà, l'État s'est considérablement appauvri. Donc, les Kokushi proposent qui la rénovation d'une aile du palais impérial, qui la construction d'un temple, etc., etc. Et en échange d'une charge de gouvernement ou d'un office quelconque, même des postes mineurs, pourvu qu'ils soient de retour aux affaires. Ils laissent ainsi derrière eux le soin à des subordonnés, qu'on appelle les Mokudai, de gérer les territoires de province et s'en désintéressent totalement. Et il faut pas se leurrer, les Fujiwara aussi possèdent déjà de nombreux territoires. C'est une des familles les plus riches du pays. Mais justement, elle ne sera bientôt plus seule dans ce cas. Au fil du temps, certains Kokushi s'enrichissent tellement dans les provinces qu'ils choisissent de s'y établir pour de bon.
C'est notamment le cas dans les zones les plus éloignées de la capitale, où l'influence du pouvoir central est très faible. Les gouverneurs se chargent alors de la collecte des impôts sur leurs terres, mais ils en gardent une bonne partie pour eux et ne laissent que des miettes à l'État. Tout ça, c'est pour le roi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ces gouverneurs enrichis sont appelés des Zurios. Ils deviennent de plus en plus riches et par conséquent de plus en plus puissants. Et comme ils lèvent de plus en plus d'impôts, il leur est parfois nécessaire d'avoir recours à la force. Enfin, disons à l'intimidation quoi. C'est ainsi qu'au fur et à mesure, les gouvernements de province se dotent d'une force militaire composée de guerriers appelés Bushi. Ces entités sont de fait appelées des Bushidan. Mais il n'y a pas que les Zurios qui se militarisent. En bas de l'échelle, les paysans eux aussi vont prendre les armes. Oui, pour se défendre contre les Bushi. Alors non, pas nécessairement. J'irai même plus loin, même si là, évidemment, comme toujours, je schématise à l'extrême. Le lien qui va se créer entre eux est plutôt de type féodal, c'est un lien de vassalité. Et puis, il ne s'agit pas des petits paysans, mais plutôt des contremaîtres. Bon, c'est assez complexe, alors je vais tâcher de simplifier. Entre les gouverneurs de province et les paysans qui exploitent les rizières, évidemment, il y a toute une série d'échelons. Et même chez les paysans, certains parviennent à s'enrichir, notamment les contremaîtres, qui peuvent gagner de nouvelles terres en récompense de services rendus auprès d'un kokushi ou d'un mokudai. Ils deviennent ainsi des myoshu, qu'on pourrait traduire par chef de la rizière avec un nom, ce qui signifie qu'au passage, ils changent de nom, pour se distinguer des simples paysans. Bon, on a déjà évoqué les changements de nom des personnages historiques sur la chaîne, je vous renvoie à cette vidéo si nécessaire. Ces myoshu peuvent continuer de s'enrichir jusqu'à devenir de grands propriétaires terriens. Ils deviennent ainsi de grands myoshu, en japonais, des daimyo. Ah, ça aussi c'est un mot qui me parle. Et oui, c'est un terme qu'on entendra souvent par la suite. Du coup, vous connaissez désormais son origine. Et naturellement, plus les territoires contrôlés sont grands, plus il faut pouvoir les défendre militairement. Les myoshu créent donc à leur tour des bushidan, ce qui fait que de véritables petites armées commencent à se former dans les provinces. Et au travers de la vassalité, certains nobles vont ainsi finir par se retrouver à la tête de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'hommes. Ces bushi, vous l'avez compris déjà je pense, ne sont autres que les ancêtres des samouraïs que l'on connaît. Ils portent pas encore ce nom, ça viendra plus tard, mais vous aurez sans doute noté le lien avec le terme Bushido. Pour fédérer ces factions armées, il faut cependant parfois plus que des gouverneurs de province. C'est pourquoi nombre de ces Bushidan vont se regrouper sous le patronage de princes issus de la lignée impériale, et qui se retrouvent pour ainsi dire parachutés dans les provinces. Alors là encore, petit rappel du premier épisode, l'empereur Saga avait, souvenez-vous, de nombreux enfants, et afin de ne pas ruiner la cour impériale avec autant de bouches à nourrir, il avait décidé qu'une grande partie d'entre eux devrait s'en aller, non sans les avoir gratifiés d'un titre, un cabanet, et d'un nom. C'est ainsi que la plupart ont reçu le nom de Minamoto. Mais Saga n'est pas le seul à avoir fait ça. Un autre prince issu de l'empereur Kanmu procédera de la même manière, créant ainsi une autre lignée de sang impérial, les Taira. Les descendants de ces deux illustres familles, Taira et Minamoto, vont ainsi se retrouver à la tête des plus grandes armées de Bushidan du pays. Ils vont devenir, avec le temps, les deux plus grands clans du pays, les plus importants, ceux dont on n'a pas fini d'entendre parler dans cette série. Et ça commence dès le milieu du Xe siècle, en 939, avec la révolte d'un certain Taira no Masakado. Il faut néanmoins préciser que tous les Taira et tous les Minamoto ne sont pas unis sous une seule et même bannière pour le moment. Il existe de nombreux Bushidan dans les deux clans aux quatre coins du pays. Celui de Taira no Masakado est l'un de ceux-là. Au départ, il entre en conflit avec son oncle, qui appartient à l'administration de la province d'Itachi. Masakado l'assassine et, à la tête de ses guerriers, s'en prend ensuite carrément au gouverneur. Il s'arroge non seulement les pouvoirs de celui-ci, mais s'attaque également aux provinces voisines de Shimosa et Kazusa. Pour finir, il étend son pouvoir aux 8 provinces qui forment la région du Kanto. C'est le premier événement majeur qui va venir troubler pour de bon la période Heian, car Masakado aurait, selon certaines sources, nourri l'ambition de créer un nouvel état indépendant dont il se serait déclaré empereur. Alors, information à prendre avec des pincettes, parce que les sources en question, proches de Masakado, ont très certainement enjolivé la réalité pour en faire une légende. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit là du premier coup de semonce qui va ébranler la bulle de confort du gouvernement central de Heian. Un coup de semonce qui s'accompagne aussitôt d'un second,
Car au sud, cette fois, c'est à Fujiwara qui, lui aussi, va renverser un gouverneur de province et conquérir d'autres territoires. Mais je croyais que les Fujiwara étaient des nobles qui contrôlaient le pays. Alors là, j'y comprends plus rien. Oui, mais quand on parle des grands clans, des grandes familles comme les Fujiwara, les Taira ou les Minamoto, il faut pas l'entendre avec le même sens qu'aujourd'hui. Ce sont des familles au sens très large, avec des ramifications à n'en plus finir. Souvent, on rejoint un de ces clans par alliance, alors qu'il n'y a même pas de lien de parenté. Ah d'accord, parce que jusqu'ici, j'avais un peu l'impression que niveau consanguinité, c'était aussi un joyeux bazar. Bah, en vrai, il y a aussi pas mal de consanguinité, oui. Mais au bout d'un moment, il y a tellement de branches dans tous les clans que... bon... c'est difficile de s'y retrouver, et j'imagine que les gènes se sont pas mal dilués, si je puis dire. Ce qui fait que celui qui nous intéresse, Fujiwara no Sumitomo, n'appartient pas à la même branche que celle des Fujiwara de la capitale. Je crois que je vais prendre une aspirine, moi. Avec les révoltes de Masakado au nord et Sumitomo au sud, la cour tremble pour la première fois, mais pas encore suffisamment pour se rendre compte de ce qui va lui tomber dessus. Elle ne reste évidemment pas sans réagir, et envoie des troupes pour contrer ces rébellions, connues depuis sous le nom des troubles de Joei et Tengyo. Et en l'occurrence, les troupes envoyées ne sont autres que des Bushidan, commandés par un certain Minamoto no Tsunemoto, qui est aussi le premier représentant de la lignée Seiwa Genji. Bon, là il y a plusieurs choses à expliquer. Déjà, premier constat, exit l'armée de métier créée par Kanmu. Dorénavant, la cour et le gouvernement font appel aux Bushi, qu'ils utilisent comme des mercenaires. Nombre d'entre eux vont en effet se placer sous le patronage de nobles de cour. C'est ainsi qu'une grande partie des Minamoto vont se retrouver liés aux Fujiwara. Il en ira de même plus tard pour les Taira lorsque les empereurs retrouveront leur pouvoir. Ensuite, la lignée Seiwa Genji. J'ai expliqué il y a un instant qu'il y a plusieurs branches dans les grands clans. Il s'agit là d'une autre branche des Minamoto, la plus importante en fait. Des Minamoto, mais... Oui, je sais, j'ai dit Genji. Mais en fait, c'est pareil. Le kanji là peut se lire Minamoto, mais aussi Gen. Et Ji signifie le clan. Donc, qu'on dise Minamoto ou Genji, en fait, c'est la même chose. Mais t'es obligé de tout compliquer comme ça? C'était pas encore assez difficile à suivre? Bah, en fait, oui. Oui, je suis obligé. À cause de toutes les ramifications dans les clans dont on parlait il y a un instant. D'ici peu, quand on évoquera les Genji, ça fera référence à l'ensemble du clan, toutes branches confondues. Mais quand on va parler des différents personnages, on donnera leurs noms et ces noms sont pour la plupart des Minamoto. Minamoto no Tsunemoto parvient à juguler les révoltes et les deux meneurs sont exécutés. Mais la cour sait désormais que le danger peut survenir des provinces à tout moment. D'autant que les Bushi ne sont pas les seuls à prendre les armes. Même les temples et autres sanctuaires s'organisent pour se défendre. Certains moines deviennent à leur tour des guerriers que l'on appellera des Sohei. La création des Shoen, les domaines privés, a fini par engendrer des rivalités et chacun défend désormais farouchement son territoire, sans parler du banditisme et de la piraterie qui progressent énormément à cette époque. Alors jusqu'ici on n'a encore jamais parlé des pirates, et pourtant ils vont prendre de plus en plus d'importance. D'ailleurs, Fujiwara no Sumitomo a notamment mené sa rébellion avec leur concours. Mais je pense que je consacrerai une vidéo entière à la piraterie japonaise plus tard, parce que c'est un sujet assez intéressant, et puis c'est surtout dans les périodes d'après qui vont devenir importants. Pour l'heure, essayons de résumer un peu la situation. Tandis qu'à Heian-kyo, les Fujiwara font la pluie et le beau temps en trustant tous les pouvoirs, dans les provinces, la colère gronde de plus en plus, alors que certains s'enrichissent toujours davantage. Et l'arrivée des Bushi, qui deviennent vite de véritables mercenaires au service des puissants ou des nobles de cour, ne va faire que compliquer les choses. Et bien entendu, ça va pas s'arrêter là. Jusqu'ici, la cour n'a fait appel aux Bushidan que pour mater des rébellions qui, dans les faits, s'apparentent surtout à des guerres de territoire. Mais en 1050, un nouveau problème surgit, cette fois dans la province de Mutsu, tout au nord du pays, la région qui était autrefois celle des Emishi. Souvenez-vous, on en a parlé dans le premier épisode, les territoires du nord appartenant aux Emishi ont été incorporés au Japon au 9e siècle. Depuis, la province est non seulement administrée par un gouverneur, mais aussi par un général responsable de contrôler les Emishi. Un poste qui depuis plus de 200 ans maintenant est dévolu au clan Abe, ce qui n'est pas sans créer des tensions avec l'administration de la province. Et naturellement, au bout d'un moment, ça va finir par partir en sucette. En 1050, le chef du clan, Abe no Yoritoki, décide de lever des impôts pour son propre compte et confisque également des biens aux Emishi, ce qui évidemment n'est pas du goût du gouverneur qui en réfère à la capitale.
Le pouvoir central fait alors de nouveau appel au Minamoto en la personne de Minamoto no Yoriyoshi, qui est nommé Chinjufu Shogun, c'est-à-dire général en chef pour la défense du Nord. Celui-ci se rend donc en Mutsu avec son armée, accompagné de son jeune fils alors âgé de 15 ans, Minamoto no Yoshihide. Mais cette fois-ci, les combats vont s'éterniser, et la guerre va finalement durer 12 ans, de 1051 à 1063. Alors cette guerre, qu'on a appelée la guerre de Zenkunen, sera particulièrement rude, car les Abe offrent une résistance farouche, et le climat ne facilitera pas les choses non plus. On est tout au nord de Honshu, et les hivers sont particulièrement rigoureux. Et comme les Abe y sont habitués, eux, ils parviennent à repousser les assauts des Minamoto plus facilement. Ce sera finalement avec l'aide du clan Kiyohara, venu de la province voisine de Dewa, que les Minamoto viendront enfin à bout du clan Abe. Minamoto no Yoriyoshi et son fils se montreront particulièrement pugnaces lors des derniers combats contre l'ultime forteresse des Abe, ce qui aura pour conséquence de leur conférer un charisme hors du commun pour les siècles à venir. C'est la première fois que le chef d'un Bushidan atteint un tel niveau de reconnaissance au sein de son clan. Minamoto no Yoshihide, le fils, sera considéré dès lors comme un véritable kami qui sera vénéré par tous les Genji. Il sera d'ailleurs surnommé Genji Hachimantaro Yoshihide, c'est-à-dire le fils de Hachiman, le kami de la guerre. Mais avec tous ces combats, on finirait presque par oublier les Fujiwara. Voilà plus de 200 ans qu'ils règnent sans partage sur la cour impériale. Il fallait bien qu'à un moment donné, quelqu'un leur mette des bâtons dans les roues. Un autre Minamoto? Non, le coup viendra de la famille impériale. Les Fujiwara ont en effet commis une erreur qui va leur coûter cher. Durant le règne de l'empereur Go-Suzaku, entre 1036 et 1045, son Kanpaku, Fujiwara no Yorimichi, ne s'intéresse qu'au fils premier-né de l'empereur, qui lui succédera sous le nom de Go-Reizei. Il néglige ainsi complètement le frère de ce dernier, dont la mère, en outre, n'est pas une Fujiwara. Mais Go-Reizei meurt sans enfant, et c'est donc son frère qui monte sur le trône sous le nom de Go-Sanjo en 1068. Et ça change tout, parce que n'étant pas issu de Fujiwara, Go-Sanjo va immédiatement s'affranchir de l'influence du clan. Il envoie au diable son Kanpaku et reprend les choses en main, notamment en abdiquant très rapidement au profit de son fils encore mineur. Ce qui fait que Go-Sanjo va du coup devenir lui-même le régent, et continuer ainsi de tirer les ficelles en tant que Joko, c'est-à-dire empereur retiré. Il crée ainsi un nouveau système appelé Rin no Chō, ou régime des empereurs retirés, qui va lui permettre de reprendre les nominations des membres du gouvernement et des rangs de cour. Les Fujiwara vont certes demeurer à la cour impériale, mais ils ont perdu leur principal pouvoir. Les empereurs vont alors revenir sur le devant de la scène, et ça va engendrer d'autres grands bouleversements. Mais ça, c'est ce que l'on verra, entre autres, dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je l'ai dit au départ, tout va aller crescendo, alors ne manquez surtout pas le prochain épisode qui arrivera très bientôt. N'hésitez pas comme toujours à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que vous pouvez également soutenir la chaîne financièrement et ainsi profiter, pour les soutiens réguliers, des prochaines vidéos en avant-première. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Otanoshimini!